Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique, ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ces épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser des pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro, ils racontent leurs histoires et surtout leurs chemins qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute. Maxime a 30 ans et il est lancé à pleine vitesse sur l'autoroute de la vie. Un travail qu'il aime, un joli mariage, des projets de famille. En 2019 pourtant, c'est une douloureuse pause forcée qui l'attend. Son mariage qui se termine et toute une vie et des rêves à reconstruire. Après une année difficile, il ouvre un nouveau chapitre de vie et part en mer, au large des côtes africaines, pour une mission de plusieurs mois au service de ses convictions profondes. Mêlant pudeur et force, Maxime a partagé avec moi son histoire et la façon dont il a appris à tenter d'être un seigneur dans la tempête. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Salut Laura. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Je m'appelle Maxime, j'ai 33 ans et j'ai passé 10 ans de ma vie dans le monde de l'entreprise entre Paris et l'étranger. Et l'été dernier, j'ai fait un petit changement de vie. Donc là, je te parle depuis Lorient, où je vois la mer depuis ma fenêtre. C'est assez agréable et où je fais deux choses maintenant. Je voulais une vie qui était plus engagée pour les océans, pour essayer d'aider notre petite planète. Et donc, je suis engagé pour l'ONG qui s'appelle Sea Shepherd. Et j'ai passé 3 mois à l'automne sur leur bateau à me bagarrer contre des braconniers qui pêchent illégalement dans le golfe de Guinée, en Afrique de l'Ouest. Et sinon, j'écris des bandes dessinées. Génial. Alors, si on peut remonter presque 33 ans en arrière, est-ce que tu peux me dire quel genre de petit garçon tu étais et comment t'imaginais ta vie plus tard quand tu étais petit ? J'ai grandi en région parisienne. J'ai grandi en région parisienne dans une super famille de 4 enfants, dans une jolie maison avec un petit jardin. Je pense que j'étais un enfant vivant, un peu espiègle. Pas mal de profs me disaient insolent, parce que j'avais le regard un petit peu vif qui les énervait beaucoup, je crois. Mais ouais, j'ai eu la chance de vivre et de grandir dans une famille vivante et aimante, et qui m'a poussé à ensuite faire pas mal de choses, découvrir pas mal de choses, et j'étais plutôt un bon élève, fan de tennis. Et comment je voyais ma vie ? Je voyais ma vie, l'indicateur de succès de la vie à l'époque, c'était être marié avec une super femme, habiter dans une grande maison. Et un bel indicateur de succès aussi, c'était dans mon logiciel de l'époque, c'était le salaire que j'avais à la fin du mois. C'est pour ça que j'ai fait des études de commerce, un peu par déterminisme social. Je suis allé à Dauphine, qui est une fac de finance à Paris, en me disant c'est une super voie pour pas faire trop de choix tout de suite, mais maximiser les chances de rapidement réussir sa vie, c'est-à-dire bien la gagner. Okay. Et puis depuis, ça a un peu changé. Ouais, donc pas mal les pieds sur terre, on va dire. Très. Ouais, très. Ok. On est là pour parler, entre autres, d'un événement qui a changé le cours de ta vie. Est-ce que tu peux nous parler d'abord du Maxime que tu étais avant, peut-être dans les dernières années ? Ouais. Donc j'ai fait Dauphine et après j'ai eu 10 ans qui ont été intenses, qui allaient à toute vitesse et qui ont été hyper excitants. J'ai fait un peu de conseil où j'ai habité en Irak, où je conseillais des entreprises privés et puis des groupes publics. Et après ça, je suis rentré à Paris. Et à ce moment-là, j'ai re-rencontré une super nana et je me suis marié avec elle en 2016. Et on avait là une vie assez typique du couple parisien qui veut aller vite et qui veut aller loin, entouré de plein d'amis, avec des jobs qui nous prenaient beaucoup.
C'était une vie qui était passionnante et qui était assez heureuse au fond, parce que on avait, en gros, moi j'avais la vie dont j'avais toujours rêvé, que j'avais choisi. J'avais un job que j'aimais, j'avais une nana que j'aimais, j'avais des week-ends sympas entre famille et copains. Et ouais, c'était une vie qui était excitante et douce à la fois. Et dans laquelle tu te projetais comment sur l'avenir, à court terme, à long terme? À assez court terme ou assez moyen terme, le but c'était de fonder un foyer. Ça, c'était niveau perso, et de continuer à être entouré de gens que j'aimais. Ça, c'était un peu le plan qui a été tracé, un peu plein de déterminisme. C'était un plan qui m'enthousiasmait. Et après, niveau pro, c'était assez ouvert. Et c'est aussi pour ça que j'avais fait Dauphine et que j'aimais bien ce métier du monde de l'entreprise, c'est que ça laisse en fait l'opportunité d'avoir 10 vies. T'es pas un notaire où t'es dans ton agence et pendant des décennies et des décennies, on va dire voilà, tu vas rester là à faire ce métier. Je me disais, je vais pouvoir vivre à Paris, à l'étranger, dans différents types d'entreprises. Et ça, je trouvais ça à la fois assez grisant, de dire que je vais pouvoir changer tous les jours, tous les ans, je vais pouvoir apprendre plein de choses et me développer différentes cordes pour mettre différentes cordes à mon arc. Et c'était aussi assez apaisant de se dire, en fait, je suis pas enfermé ad vitam dans cette vie qui est très belle, mais qui va peut-être m'ennuyer au bout d'un moment. Donc avec beaucoup d'envie de changement et de découverte, je pense pas mal de curiosité. Et ça m'allait bien de me dire, voilà, je suis très très bien ici à Paris actuellement, je suis très bien en couple, mais ça va changer et c'est génial que ça change en fait. Ouais, donc j'entends pas mal de curiosité dans la vie professionnelle et l'envie de découvrir plein de choses. Ouais. Et en même temps, à côté de ça, une certaine forme de stabilité qui te plaisait bien dans ta vie perso. Tu as dit, j'ai re-rencontré une fille géniale, c'est-à-dire re-rencontré. Rencontré, elle s'appelle Charlotte. Donc j'ai re-rencontré Charlotte avec qui, en fait, on était à la fac ensemble à Dauphine. On était pendant 10 ans très copains. Et puis à un moment, on s'est dit qu'on était plus que copains. Et donc, une histoire, pas d'amitié mais d'amour, a commencé après qu'il y ait un voile d'aveuglement qui est tombé. Et donc voilà, donc ça c'était à mon retour d'Irak, où en fait, la petite histoire, c'est qu'on habitait dans la même rue, moi dans une coloc, elle dans une coloc. Et puis ça a vite rapproché... ça nous a vite rapprochés. Moi, je rentrais de pas mal d'années à l'étranger et du coup, j'avais envie de croquer Paris et de faire plein de choses. Et puis, elle est assez dynamique aussi, donc on s'est très bien retrouvés là-dessus. Voilà, donc c'était des retrouvailles d'une vieille amie. Ok. Et donc ça, c'était des années que j'entends dans ta voix, des années heureuses. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, c'est assez classique, hein, c'est l'histoire de très universelle. Je suis pas le premier, je suis pas le dernier de la rupture amoureuse. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'en fait, cette vie à deux, elle était très douce au quotidien, elle était belle, mais elle était pas tenable à très long terme. Et donc, on arrivait dans ce moment de vie où la prochaine étape, quand t'es marié, quand t'as des super jobs, quand t'as acheté un appart à Paris, et ben, tu te dis, c'est quoi la suite? C'est peut-être de fonder une famille et d'avoir des enfants. Et autant acheter un appart ou se marier, c'est des engagements que tu peux casser. Avoir un enfant, c'est pour la vie. Et du coup, avant de passer de cette étape, et ben le choix a été que nos chemins se séparent. Et ça a été évidemment extrêmement douloureux, mais finalement maintenant, et on va peut-être en parler plus tard, j'en suis heureux. Ouais, effectivement, j'imagine, que c'était pas le plan. Non, du tout. Comment tu as géré ce moment-là, à la fois personnellement et peut-être, je sais pas si ça comptait pour toi, mais vis-à-vis des autres qui devaient peut-être penser que Maxime, il a une super vie, tout roule. Comment est-ce que tu as géré ce moment? Comment tu te sentais à ce moment-là? Très mal. Personne n'a envie de divorcer, que ce soit celui qui part ou celui qui est quitté. Je pense que c'est une période de vie qui est totalement subie pour les deux, pour la simple raison que en tant qu'humain, on a envie d'être heureux, on a envie que la vie soit belle, et le divorce, c'est jamais beau. Même si un divorce peut se passer moins douloureusement que d'autres, ce qui a été notre cas, c'est jamais marrant. Et donc pour moi, ouais, ça a été une énorme claque. C'était pas du tout le plan. Mais comment j'ai fait déjà, j'ai appris à pleurer. C'est quelque chose que je savais pas trop faire. J'ai grandi avec des injonctions. Je pense que je me suis mise moi-même en disant si tu es quelqu'un d'aimable,
qu'on puisse aimer, il faut que tu sois fort, il faut que ça aille vite, il faut que tu sois toujours dynamique et il faut toujours regarder le verre à moitié plein, en oubliant que un verre à moitié plein, c'est un verre qui est à moitié. Donc il y a l'autre moitié qui n'existe pas. Et donc j'avais pas vu cette partie un peu sombre de la vie. Et donc j'ai appris à la découvrir, à l'accueillir et à faire que la vie soit un peu plus pleine. Et ensuite, concrètement, comment ça s'est passé? J'ai la chance d'être très bien entouré, d'avoir levé la main avec pas mal d'humilité en disant, les gars, je suis au fond, aidez-moi. Et j'ai quelques personnes qui m'ont énormément aidé, dont une en particulier qui est mon parrain, qui est le frère de ma mère, qui a un doctorat de galère dans la vie, et qui a, non, enfin, en gros, il a 60 ans, il a une vie remplie avec des choses très positives et d'autres plus dures. Et c'est vers lui que je suis allé me tourner en premier pour aller chialer au tout début de la séparation. Et il m'a donné un conseil qui m'a vraiment fait tenir pendant les semaines et les mois à venir. C'était, commence par t'effondrer. Tu passes quelques jours dans ton canapé à pleurer avec des mouchoirs. Et après, il faut que tu gardes un mantra, une espèce d'objectif qui pour moi était salvateur. Il m'a dit, Max, il faut pas que tu y arrives, mais il faut que tu te poses la question tous les jours de comment tu peux être un seigneur dans la tempête. Et cette phrase-là, comment tu peux être un seigneur dans la tempête, ça m'a bien marqué. Et il me dit, en fait, c'est très simple, tu commences par le bas de la pyramide de Maslow et tu commences par les besoins vitaux. Donc, tu bouffes bien, tu dors bien autant que tu peux, tu ne picoles pas trop, tu ne fumes pas trop, tu ne te drogues pas, tu es en train de divorcer donc tu ne vas pas voir ailleurs. Toutes ces choses qui semblent assez basiques, mais qui permettent de se remettre à l'essentiel et de se dire, ok, on s'accroche, je me fais une petite bouffe, je vais faire du sport et j'essaie de bien dormir. Et quand le corps va bien, l'esprit va un peu mieux. Et après, la deuxième chose qu'il m'a dit, c'est il faut que tu commences ta thérapie maintenant. Et commencer une thérapie, peut-être pas, va voir un psy, c'est une bonne chose, mais ta thérapie, tu peux la commencer tout seul. Donc tu sors de ce petit-déj qu'on prenait, tu vas dans une librairie, tu vas t'acheter un petit carnet, un stylo, et tous les jours tu écris ce qui te passe par la tête en mode écriture intuitive. T'as pas besoin d'avoir quoi que ce soit comme idée, quelle que soit l'idée de ce que tu veux écrire, mais tu poses ton stylo et ça va venir tout seul. Et en effet, ça permet de déverser beaucoup de colère au début, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, de fatigue, et puis de prendre pas mal de recul. Et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est très intéressant. Et cette personne, donc ton parrain dont tu me parles, c'est quelqu'un dont tu étais proche avant, à qui tu te confiais sur ta vie, ou est-ce que cette relation elle a évolué avec ta séparation? Non, on a toujours été très proches. On s'est rapprochés parce qu'on s'est mariés la même année. Lui s'est remarié la même année que moi. Je me suis marié la première fois. Et donc ça, c'était une année qui nous a pas mal rapprochés. Et puis après, pendant le divorce, il était hyper présent. On avait déjà une relation hyper intime. Et tu fais preuve quand même de beaucoup d'humilité dans ce que tu racontes sur le fait de accepter de dire à ton entourage je suis effondrée, oser pleurer, accepter les conseils des autres. Alors que j'ai l'impression que jusqu'à présent, dans la vie que tu m'as racontée, il n'y avait pas eu beaucoup de moments où tu avais dû montrer cette partie vulnérable de toi. Est-ce que tu as été tentée à un moment au tout début de nier un peu ce qui était en train de se passer pour pas devoir dire à tes parents, à tes proches que c'était ça qui t'arrivait? J'ai nié pendant longtemps avant que ça arrive et que le coup près tombe. Une séparation, elle est actée un jour, mais elle se prépare pendant pas mal de temps avant. En tout cas, pour nous, c'était le cas. Et donc, il y a eu des mois de discussions, d'échanges, de non, mais ça va marcher, on va y arriver, t'inquiète, des deux côtés. Et pendant cette période-là, à la fois je pense par ego, en disant mais je vais y arriver tout seul, et puis aussi pour pas avoir peur de faire peur aux proches, et aussi parce qu'il y avait cette image du couple un peu lumineux qui marche bien, et du coup j'ai pas envie de casser ça, mais il y a un moment quand tu te retrouves vraiment au fond du seau, ça sert plus à rien de cacher quoi que ce soit. Et même, je pense que il y a un aveuglement où tu as l'impression de faire bonne figure, et puis quand on reparle à tes copains après, ils disent bah oui, j'avais vu que t'avais une gueule grisâtre, que t'avais maigri, que tu venais moins, etc. Donc je pense que c'est très très dur de cacher. Je peux être assez poker face, mais il y a des choses qui sont impossibles à cacher à ses proches. Et donc il y a un moment où c'est presque une question de survie, en fait, de se dire tout seul, je vais pas y arriver. J'ai besoin de quelqu'un pour m'emmener en week-end m'aérer ou pour me préparer une bouffe.
Et donc, ouais, je l'ai caché pendant un bout de temps, et puis à un moment, ça sert plus à rien. Et en plus, là, il y avait presque la partie rationnelle qui prenait le dessus en disant, si tu veux t'en sortir, la situation dans laquelle tu es actuellement, elle est horrible. Je veux m'en sortir le plus vite possible parce que c'est pas possible d'être dans une situation pareille. Tout seul, c'est pas possible, donc va demander de l'aide pour toi. En fait, ça va t'aider à aller plus vite dans une situation qui est plus acceptable. Mm. Et tu as parlé un peu des ressources auxquelles tu avais fait appel, à la fois intérieures et extérieures. Tu as parlé d'alimentation, de sommeil, qui sont des choses à la fois basiques et en même temps, je trouve, pas forcément intuitives quand on va très mal. Parce que quand on va très mal, on peut ne plus avoir faim, ne plus avoir sommeil, ou avoir envie de s'oublier un peu dans l'alcool, par exemple. Comment tu as résisté à ça? Enfin, comment tu as senti que c'était ça la bonne chose pour toi? Là-dessus, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que même dans les moments de plus gros stress et de détresse la plus totale, j'ai un sommeil qui est pas celui d'un bébé, mais pas loin. Et ça, j'y peux rien. Mais c'est comme ça, et je remercie, je sais pas, mes parents de m'avoir fait comme ça. Mais j'y peux rien, donc donc évidemment, il y a peut-être quelques semaines, ou même quelques jours où j'ai vraiment très mal dormi. Mais très rapidement, je me suis remis à beaucoup dormir. Et je pense qu'en fait, il y a tellement d'émotions qui se dégagent pendant ces moments-là, c'est épuisant, que assez tôt, je m'effondrais et je m'endormais jusqu'au lendemain matin. Et après, sur l'alimentation, ce que j'ai fait, c'était assez simple. J'étais pas très gros cuistot à l'époque, donc je me faisais des petites bouffes et ça me changeait pas beaucoup d'avant. Et sinon, j'étais entouré de copains qui me faisaient des petits plats, donc c'était pas mal. Chouette. Ouais, c'était sympa. Tu as parlé dans ta présentation de ton engagement pour la planète. Est-ce que c'est des choses qui, dans cette vie-là, pour le Maxime d'avant, c'était des choses qui comptaient? Et si oui, qu'est-ce que tu t'étais dit sur ces idées d'engagement que tu pouvais avoir? Est-ce que tu t'étais dit, ce sera pas dans cette vie-là ou peut-être plus tard? Comment tu le mettais dans ta vie? L'intérêt, il était déjà fort pour l'écologie et pour les océans en particulier. L'intérêt pour les océans, pareil, c'est en moi depuis tout petit. Mes meilleures vacances, c'était les vacances à la mer. Quand j'étais à Dauphine, je suis allé dans une association. C'était une association qui organisait des courses de voile, des bateaux sur l'eau. Pendant mon année de césure, je suis pas allé faire de la banque d'affaires à la Défense comme tous les copains, mais j'ai passé un an dans la marine nationale sur des bateaux. Donc il y a toujours eu cet attrait de la mer et qui après s'est doublé de l'attrait de la sensibilité sur l'écologie qui est venue graduellement. Je suis pas du tout un activiste né. C'est pas quelque chose qui se fait dans ma famille et puis c'est pas mon caractère non plus. Mais à force de lire des articles, des bouquins, de regarder des docus ou des films sur ce qui se passe, ça a commencé à me travailler fortement et ouais, j'avais une envie d'engagement avant cette nouvelle vie qui était à la fois liée aux océans, mais c'était un peu flou à l'époque. J'avais pas fait grand chose parce que j'étais pris par le temps et que c'était pas forcément porteur, mais c'était marqué sur un petit bout de papier. C'est quelque chose que mon parrain aussi m'avait conseillé de faire, qui est la liste de tes 100 rêves. Il m'a dit un jour, quand j'étais ado, bon Max, faut que tu tiennes la liste de tes 100 rêves. 100 rêves, c'est beaucoup, mais c'est des choses que tu peux faire, que tu peux avoir, que tu peux être pendant toute ta vie. Certains qui sont totalement anecdotiques, genre je veux lire un tel bouquin ou je veux être le chef des des œufs à la coque, ou tu veux faire du saut en parachute, donc des choses assez anecdotiques qui sont faciles à faire, et d'autres qui sont beaucoup plus de long terme sur des engagements de vie, sur la construction d'un foyer, sur le petit vieillard que tu veux être. Et donc ça, c'est deux choses, ça permet d'avoir des petits succès dans la vie. Et donc c'est ce qui m'a aussi permis, je pense, d'être heureux pendant pas mal de temps, en me disant mais j'ai lu ce bouquin qui était un rêve, donc j'accomplis un rêve, donc c'est génial, ma vie elle est chouette. Et sur cette liste, il y avait déjà le fait que je voulais avoir un engagement écologique fort, entre autres avec Sea Shepherd, parce que depuis tout petit, ça me faisait rêver ces espèces de pirates des océans qui vont se bagarrer avec des baleiniers japonais, parce que c'est la mer, parce que c'est intense, parce que c'est pour une cause qui est jolie que d'aller sauver des baleines. Mais je me disais, ça sera plus tard. Pour l'instant, je vais rester à Paris, continuer dans mon job, vivre avec Charlotte et puis peut-être avoir des enfants.
Mais qui sait, dans 20 ans, quand les enfants seront grands, ou dans 40 ans, au lieu d'avoir une retraite paisible à cultiver mon jardin, bah, j'irai sur des bateaux pour suivre les baleines. Donc l'envie était là, le moment n'y était pas. Ok, c'est très clair. C'est une belle idée, cette histoire des 100 rêves, je la connaissais pas. Franchement, c'est génial. Alors 100, c'est impossible. J'en avais, je pense, 30 ou 40. Mais c'est un super exercice. Et tu vas, moi j'y vais, je sais pas, tous les 6 mois pour voir, ah ouais, j'avais mis ça, c'est stupide, ou ah ouais, c'est génial, ou ah oui, je l'ai fait. Et ouais, et ça a une super utilité, ça permet vraiment d'avoir un drive dans ta vie sur qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, de voir ton évolution sur ça c'était important pour moi avant et ça l'est moins maintenant, et ensuite d'avoir ces petits succès qui permettent de faire du bien au moral en fait. Ouais, totalement. Et du coup, après ta séparation, donc tu es toujours à Paris, tu as toujours un job, Ouais. tu es à nouveau célibataire. Ouais. Comment tu décides de la suite, parce que tu aurais pu te dire à ce moment-là, mon but c'était d'avoir des enfants, j'ai la trentaine, il faut que je retrouve quelqu'un rapidement. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit au sujet de l'amour à ce moment-là, et ou de tes autres projets? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Bah déjà, tu subis, tu sais que tu vas rentrer pour 2 ans de deuil, c'est les chiffres, je sais pas, que donnent les experts du milieu, que c'est parti pour des montagnes russes qui ensuite sont peut-être des petites collines, mais ça va être long, ça va être dur. Et donc ouais, quand tu croises un jeune couple avec un petit landau dans la rue, bah ça pique. Mais on m'a aussi vite dit, Max, c'est important. Tu viens de te prendre un tsunami dans la tête. Tu ne prends pas de décision engageante pendant les 6 prochains mois. Tu fais le dos rond et tu attends d'avoir toutes ces émotions qui décantent parce que tu es dans une situation émotionnelle qui est totalement trouble. Et donc, si tu prends des décisions maintenant de te remaquer, de partir au bout du monde, de je ne sais quoi, et ben, ça sera probablement une connerie. Donc, attends, fais ton deuil, fais ta petite thérapie doucement, continue ton job, ralentis, mais ne prends pas de décision. Et puis après, c'est venu au fur et à mesure. On s'est séparés, c'était quoi? C'est mars 2019. J'ai embarqué sur Sea Shepherd en septembre 2020, donc 1 an et demi après. Parce que j'ai eu besoin de décanter, parce que je voulais pas partir tout de suite, parce que j'étais dans un job qui m'a pas mal tenu d'ailleurs. J'avais la chance d'avoir un job qui était passionnant. J'étais dans une start-up qui fait du service à domicile pour les personnes âgées. Donc il y avait à la fois le côté entrepreneurial hyper excitant d'être au début d'une histoire où ça va à 1000 à l'heure et du coup si t'as fini ta to-do list à la fin de ta journée, c'est juste que ta to-do list était mal faite et que t'as oublié des choses. Et c'était un job qui avait du sens aussi, donc je m'accrochais je pense un peu à ça en disant bah je vais pas m'occuper de petits enfants, mais je vais m'occuper de grands enfants âgés qui ont besoin d'aide. Et donc après au fur et à mesure des réflexions, l'envie de partir pour Sea Shepherd était de plus en plus grande. Et surtout, en fait, elle a été actée quand, quelques mois après la séparation, j'ai fait un super voyage avec quelques copains. On est en Alaska, faire du kayak pour aller voir des ours et des baleines, où ça m'a permis d'avoir un vrai temps de repos. Parce que quand t'es en kayak, tu passes entre 6 et 12 heures par jour solo sur ton kayak. Tes copains, ils sont à côté, mais à 50 mètres ou à 200 mètres, donc c'est dur de parler. Donc ça laisse beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir. Et puis ça nous a permis aussi de voir concrètement les dégâts du réchauffement climatique. En Alaska, t'es au bout du monde, il n'y a personne, mais c'est hyper clair qu'il se passe quelque chose de grave, parce que t'as les glaciers qui fondent, parce que t'as les forêts de sapins qui sont en train de s'assécher, parce que il fait 15-20 degrés alors que normalement il en fait plutôt entre 5 et 10. Et donc il y a à la fois ce temps de la réflexion et ce choc visuel de voir concrètement ce qui se passe et pas juste sur un docu sur TF1 ou sur Netflix. Et bah ça permet de bien changer. Est-ce que c'était difficile pour toi d'entendre au départ que il fallait pas prendre de décision rapide, alors que le parcours que tu m'as décrit jusque-là et qui me parle beaucoup, hein, c'est un parcours de rapidité justement où voilà, la vie est sur des rails, elle avance tambour battant. Et tu m'as dit d'ailleurs tout à l'heure que quand tu t'es senti au fond de l'épreuve, tu t'es dit il faut que je remonte et vite. Cette notion de vitesse, quand tu as pris conscience que ça n'irait pas vite, puisque il fallait pas prendre de décision rapide, tu ressentais quoi? C'est la pause forcée,
parce qu'on était clairement sur une autoroute à toute balle, quoi. Les limites de vitesse à 130, c'était pas pour nous. C'était dans une belle voiture, ça avançait vite et c'était assez grisant. Et ouais, je pense que tu sais, tu connais ça, le fait d'être grisé par la vitesse parce qu'on a l'impression d'aller plus vite que les autres, d'aller plus loin du coup, et d'avoir un espèce d'arrêt au stand où toutes les 2 heures la pause s'impose, c'est quelque chose qu'on connaissait pas et tu te retrouves sur l'aire d'autoroute, t'as fait mal, quoi. C'est un peu frustrant, mais avec ce mantra d'être un seigneur dans la tempête, et ça commence par des choses hyper basiques, je pense que j'avais conscience que je ne pouvais pas aller vite et que ça serait plus destructeur qu'autre chose. Donc j'ai accepté ça avec un peu de résignation, mais en me disant bon, la suite viendra un jour. C'est ce que je te dis maintenant. Possible qu'à l'époque j'étais en train de me débattre et d'organiser plein de choses, mais quoique, en fait, aussi assez rapidement, j'ai réalisé que j'avais besoin d'être seul et de prendre du temps. Genre 3 semaines après la séparation, je suis allé me mettre solo pendant 3-4 jours en Auvergne à marcher. C'était un 1er mai, il neigeait, c'était l'enfer, mais c'était cool. En me disant, là, je vais pleurer pendant 4 jours seul sur des GR d'Auvergne. Et j'ai vraiment apprécié ce moment de me dire, voilà, tu vas toucher le fond, tu as besoin de toucher le fond. Pour la première fois de ta vie, tu vas souffrir, parce que jusqu'à présent, je pense que je m'interdisais de souffrir, je m'interdisais, comme je te disais, de voir la partie vide du verre. Et en fait, en découvrant ça, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant, en fait, c'est chouette. Enfin, c'est chouette. C'est dur, mais il y a quelque chose à aller creuser et prends le temps de le faire. Et comme tout le monde me disait ça aussi, je me suis dit, bon, allez, faisons ça, c'est une étape, et puis on verra ce qui se passera derrière. Mais au fond, même si c'est frustrant, je pense que à l'époque, je voyais les choses, on va prendre un jour après l'autre, et on verra ce qui se passe derrière. Donc, je faisais plus trop de plans. Et si on se projette maintenant un peu plus en avant, donc du coup, sur le moment où tu es parti avec Sea Shepherd, ouais. De ce que je comprends, ça aurait pas été compatible avec ta vie d'avant, ce départ. Est-ce que tu peux nous en parler un peu peut-être que tout le monde ne connaît pas le type de mission que tu as faite et à quel point ça demande une grande liberté, en fait, de pouvoir faire ça. Ouais, en effet, c'est pas trop compatible. Il y en a qui le font avec des enfants, mais c'est très minoritaire. Donc, Sea Shepherd, c'est une organisation qui est spécialisée dans la protection des océans, qui a 40 ans et qui a une approche un peu particulière, qui est de dire allez faire des manifs, allez faire du lobbying à Bruxelles, c'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant, parce que pendant ce temps-là, il y a des pêcheurs qui braconnent dans tous les eaux du globe et on est en train de vider les eaux. Et un océan qui meurt, c'est l'humanité qui meurt. Et du coup, il faut y aller tout de suite pour arrêter ces braconniers, pour faire en sorte qu'on puisse sauver un maximum la vie marine, avec le postulat que aussi, c'est pas juste sauver des baleines pour sauver des baleines, mais c'est sauver des poissons et la vie marine parce que c'est totalement nécessaire et vital pour les 1,2 milliard d'habitants dont les seules protéines animales, c'est des poissons. Donc c'est ceux d'Afrique, d'Asie du Sud-Est qui vivent le long des côtes et qui ont besoin de poissons pour leur alimentation, à la différence de nous qui n'avons pas forcément besoin de nos sushis au saumon ou de nos pavés de thon au resto ou à la maison. Et donc c'est une ONG qui a vraiment un mode d'action direct. Donc il y a une flotte de 10 bateaux qui sillonnent les mers du globe et qui vont sur l'eau, soit en solo, soit avec des partenariats avec des gouvernements d'Afrique ou du Mexique, où on fait en fait de la police des pêches. On a un bateau, des militaires à bord, et puis on va contrôler des chalutiers qui pêchent et arrêter ceux qui pêchent illégalement. Dans ce cas-là, quand on les arrête, c'est fini les gars, carton rouge, on les emmène au port avec des militaires à bord, et ensuite on les rend à la justice pour qu'ils puissent être, arrêter de pêcher du jour au lendemain, et donc pour laisser un peu de respiration aux écosystèmes marins, et 2, pour qu'ensuite ils se fassent juger. Voilà. Donc ça, c'est un peu la mission. Comment ça se passe ? C'est des missions qui durent assez longtemps, c'est 2 ou 3 mois, où tu es sur un bateau, à différents postes, tous les postes qui permettent de faire tourner un bateau. Moi, j'ai un poste de chef de quart, donc je suis pilote du bateau, et en même temps chasseur de chalutiers, c'est-à-dire que je joue avec des jumelles et des radars pour essayer de trouver au loin des chalutiers qui pêchent dans des zones où ils n'ont pas le droit, ou à des moments où ils n'ont pas le droit. Et voilà, donc c'est 3 mois de mer dans des eaux du golfe de Guinée où il fait 40 degrés, tu sues comme jamais, tu dors peu. Moi, je travaillais toutes les nuits entre minuit et 4 heures du mat parce que j'étais le nouveau chef de quart. Donc ils m'ont dit tiens, on va te bisuter, tu vas pas bien dormir pendant 3 mois. Et puis voilà, donc c'est un quotidien qui est à la fois très lent
parce que l'océan c'est grand et donc trouver des chalutiers c'est pas tous les jours que ça se passe. Et puis ça c'est pendant 95% du temps, et pendant les 5% du temps qui reste c'est un peu mission commando avec un gros coup de stress et d'action, et c'est hyper excitant à la fois d'être sur l'eau et puis de te dire que que c'est utile. Waouh. Et comment tu te sentais à ce moment-là? Donc c'était en fin d'année 2020. Est-ce que tu avais des moments où tu repensais à ta vie un an et demi plus tôt? Enfin, qu'est-ce que tu te disais? Est-ce que tu te rendais compte que tu n'aurais jamais imaginé ça avant? Clairement. Enfin, j'avais rêvé, mais c'était cette espèce de rêve inaccessible que tu peux avoir dans ta liste des 100 rêves, mais en disant je veux aller sur Mars ou je veux aller sur Sea Shepherd, c'était un peu ça à l'époque. Je me disais, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai vraiment fini mon deuil du divorce, en me disant mais presque merci. Je me sens totalement à ma place parce que je suis hyper bien sur l'eau, à voir ces couchers de soleil tous les jours, entouré d'une bande de gens passionnés, convaincus, qui passent des mois de leur vie loin de leur famille, loin de leur boulot pour sauver des baleines ou des petits poissons. Et du coup, j'étais totalement pas aligné. Je me sentais hyper bien. Du coup, je me suis dit, mais ça aurait jamais pu se faire sans ce divorce. Donc, j'ai passé beaucoup de mois et quelques années au fond, dans le noir. Mais là, c'est hyper lumineux. Donc, j'étais hyper bien. Hyper bien. Oui, donc j'allais te demander s'il y avait un moment où tu avais senti que cette épreuve, elle était désormais derrière toi. C'était sur ce bateau, du coup? Je pense que ça vient graduellement. La souffrance, c'est malheureusement pas de binaire. C'est comme la séparation, tu dis pas du jour au lendemain, allez, c'est fini, et puis t'as un petit scalpel ou un couteau qui coupe la corde entre les deux personnes, et puis ciao, bonsoir. Parce que la séparation, elle se fait dans la lenteur, en fait. Parce qu'il y a plein de souvenirs, il y a plein de, je sais pas, des musiques, des petits plats, des lieux, des je ne sais quoi qui te rappellent à l'autre pendant très longtemps. Et pareil, le fait de se sentir très très bien dans là où tu es, ça a été j'ai candidaté 1 an avant d'embarquer pour Sea Shepherd. Donc ça a été un processus où je me disais de plus en plus, oui, c'est ça que je veux faire. Et donc je sentais que ça m'appelait et que c'était plus fort que moi. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces pirates? T'es un fou furieux, tu vas finir avec les cheveux longs et des tatouages partout. Et je disais, peut-être, je pense pas, mais peut-être, mais ça m'appelle en fait. Et j'ai beau être bien dans ma vie à Paris, passionné par mon job, il y a quelque chose de plus fort qui est d'aller m'occuper des baleines plus que les petits vieux. J'aime beaucoup les petits vieux, mais ça me parle moins que les baleines. Et donc il y avait cet appel qui était fort. J'étais quasiment convaincu que ça allait totalement me parler. Et après, ça a été plusieurs mois, des moments marquants sur l'eau où tu te retrouves à minuit sous un ciel étoilé avec des dauphins qui nagent dans l'eau en bioluminescence, une espèce d'eau qui est presque fluo, qui fait la lumière quand les dauphins nagent dedans. Là, tu dis waouh, évidemment que c'est ici que je dois être, évidemment. Ouais, l'alignement. Et si tu pouvais revenir en arrière au moment de l'histoire de ton choix et te donner un conseil, ce serait quoi, tu penses? Question difficile. Et au pire quoi? C'est une bonne question à se poser quand tu te lances dans une aventure. C'est en gros, il y a une immense majorité des choix que tu vas faire dans ta vie qui sont sur lesquels tu peux revenir. Avoir des enfants, c'est un des seuls, je pense, où tu peux pas. Peut-être tuer quelqu'un, c'est pas trop mon souhait. Mais se lancer, apprendre à oser, et puis si ça se passe là pour Sea Shepherd, c'était bon, voilà, au pire, je passe 3 mois pas marrant du tout, avec des gens avec qui je m'entends pas, et avec une organisation en fait avec qui je réalise que je suis pas aligné, et que c'est pas mes valeurs, et que j'ai le mal de mer, et du coup que je vomis tous les jours. Mais je me suis dit voilà, c'est ces 3 mois qui sont pas drôles, mais les bénéfices possibles, à la fois de sens que tu peux donner à ta vie, d'expériences humaines, de rencontres que tu peux faire sont tellement plus élevés que le risque de passer 3 mois qui sont en fait très courts sur une vie où t'es pas totalement heureux. Et ben vas-y, fonce en fait. Et toujours aussi avec cette, je pense qu'on va avoir 10 vies. Ça m'amuse d'avoir 10 vies. Et du coup, c'est aussi apaisant de se dire, voilà, au pire quoi, tu vas avoir 10 vies, celle-là va peut-être durer juste 3 mois, et tu passeras à quelque chose de derrière qui t'appellera à ce moment-là, mais il faut pas se mettre la pression de dire, voilà, j'engage toute ma vie, regarde, tout le monde me regarde, tu viens un espèce d'activiste vert,
un beatnik des océans, je me suis dit c'est pas très grave. Et est-ce que aujourd'hui, tu arrives à voir ce que cette séparation, elle t'a appris de manière générale ou sur toi? Bah, comme j'ai dit, elle m'a appris à pleurer déjà. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup gagné en intelligence émotionnelle, à voir cette partie négative et à l'accepter pas avec bonheur parce que c'est toujours douloureux, mais à voir que la vie est plus riche avec ça et de se dire que j'ai beaucoup gagné, je pense, en empathie. Je suis rentré dans ce club qui est pas très exclusif, mais auquel j'avais pas accès. C'est le club des gens qui ont souffert. Il y en a pas mal en fait sur Terre. Je les connaissais pas trop ou ils le cachaient bien. C'est des gens qui m'ont beaucoup aidé, je pense, pendant le divorce. C'est des gens qui ont vécu un divorce, qui ont perdu un être cher, que ce soit un parent, un enfant ou autre, qui galéraient à avoir des enfants, qui sont fait lourder du jour au lendemain d'un job qu'ils aimaient beaucoup. Et ces expériences de vie, elles rendent les gens vraiment terriblement plus denses et empathiques. Et ça crée du lien. Et moi, voilà, je pense que je suis rentré dans ce petit club. Et donc, ouais, je pense que j'ai gagné en intelligence émotionnelle et en empathie. Ce qui me faisait pas de mal, parce que j'étais un peu le petit loup ambitieux qui sort d'école de commerce, qui a 30 ans, qui a une trajectoire un peu tracée, qui est jolie, hein, mais qui est une trajectoire un peu de carnassier, de vorace consumériste, et ça m'a permis aussi de changer, de bifurquer de ça, ouais. Gagner en émotion et réaliser que il était temps et maintenant urgent de faire des choses qui ont un peu plus de sens, en tout cas pour la planète. En tout cas, moi, c'est ce qui me parle aujourd'hui. Ça me touche beaucoup ce que tu dis sur le club des gens qui ont souffert. J'ai eu la chance aussi, comme toi, de pas en faire partie pendant très longtemps. Ouais. La chance et aussi un peu l'arrogance de penser que ça me concernait pas. Ouais. Oui, je savais que ça existait, mais ça m'était pas arrivé. Et je trouve ça m'est pas mal arrivé ces 2 dernières années sur différents sujets, notamment le burn-out, mais aussi un sujet dont je vais commencer tout juste à parler, mais donc le désir d'enfant quand tu veux très fort que ça arrive, mais que ça marche pas. Et je trouve tout à fait d'accord avec toi sur la profondeur que ça apporte en fait. Moi, j'ai eu l'impression que j'étais tombée non pas d'une marche, mais d'un immeuble. Ouais. En découvrant que la vie c'est pas toujours juste et que parfois t'as l'impression que t'as déjà bien dégusté cette année, mais c'est pas grave, il y en a encore en stock pour toi. Et en même temps, je suis tombée d'un immeuble, mais je me suis reconstruite un peu différemment et plus profondément. Et je pense que finalement c'est vraiment pour le mieux. Donc ça me parle beaucoup ce que tu partages. Mais c'est travail le sentiment de honte de dire j'ai plus de 30 ans et je découvre ça que maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? À quel point j'étais aveugle ou pourri gâté par la vie, de dire waouh, t'as pas eu de souffrance. D'un côté ça, et d'un autre côté, moi je me suis dit j'étais totalement aveugle ou juste je m'étais complètement blindé pour cette souffrance qui m'est arrivée dessus parce que on a tous nos petits aléas, des moments à l'hôpital, la grand-mère qui décède et autres, et juste une incapacité ou une absence de volonté d'accueillir cette souffrance. Et moi, c'était plutôt ça de dire, mais en fait, tu t'es totalement barricadé pendant 30 ans, on t'a pas formé à ça aussi peut-être, à la fois dans les familles dans lesquelles peut-être j'ai grandi, ou moi qui me suis imposé de pas regarder cette partie-là de la vie, et de me dire, bon, maintenant, il est temps, quoi. Du coup, tu m'as dit que tu projetais d'avoir 10 vies. Elle ressemble à quoi, là ou les prochaines, pour toi? Celle actuelle, elle est bien. Donc celle-là, je vais essayer de la continuer pendant un bout de temps. Ce que j'aime bien pour l'instant, c'est cette alternance, d'avoir peut-être d'ailleurs 2 vies en parallèle. Cette vie à faire de l'activisme vert, ou être de temps en temps sur l'eau à faire des choses hyper concrètes. Arrêter des chalutiers chinois qui pêchent illégalement en Afrique. C'est hyper micro, parce que c'est une toute petite échelle, c'est un bateau par mois ou un bateau tous les 15 jours qu'on arrête, donc ça va pas changer la face des océans, mais c'est hyper concret, et ça fait un bien fou de se dire voilà, je fais des choses de mes mains qui ont des résultats qui sont directs, parce que ce qui est assez vertigineux
En tout cas, dans cette écologie, c'est de se dire, mais en fait, à quoi je sers? Et là, quand on est sur un bateau de Sea Shepherd, on voit clairement à quoi on sert. Et en parallèle de ça, quand je suis ici à Lorient, raconter des histoires, ça commence à m'amuser très fort. Et donc, écrire des bandes dessinées. Une première sur cette aventure en Alaska, et une deuxième que j'ai commencé à écrire sur la surpêche en Afrique de l'Ouest, avec les causes et les conséquences. Et l'objectif du deuxième bouquin, qui va sortir dans très longtemps, parce que je découvre à quel point c'est long de faire des bandes dessinées, c'est de à la fois raconter une histoire qui est assez haletante, un peu comme du Largo Winch, où il va y avoir plein d'émotions, il y aura des pirates, il y aura des abordages, il y aura de l'amour, pour que le lecteur puisse se dire ouais, c'est une super histoire et je passe un bon moment à lire ça, mais c'est pas suffisant, et ce que je veux, c'est vraiment donner des clés chiffrées, scientifiques, pour permettre à chacun de comprendre ce qui se passe, et de se dire, mais en fait, on est tous responsables. Les vrais méchants, c'est pas les Chinois qui pêchent, c'est pas les pirates africains. Les vrais méchants, c'est probablement moi, en tant que petit Français, qui mange trop de poissons. Le Français moyen, il mange 3 fois plus de poissons que la moyenne mondiale. Et c'est des poissons, les poissons, ils sont pas quand on en veut plus, il n'y a pas une usine qui sort de l'océan et qui dit, allez, on augmente les cadences et on produit plus de poissons. Ça n'existe pas, malheureusement. Et donc ces poissons qu'on mange en trop, c'est des poissons que d'autres mangent en moins. Et malheureusement, ces gens-là, ces populations africaines et d'Asie du Sud-Est qui vendent leurs poissons pour en faire de la farine animale pour nos saumons, parce que c'est plus rentable pour eux d'aller vendre leurs protéines animales que de les garder sur leur marché local. Et donc la vie là que je commence, c'est tout nouveau, hein, c'est depuis l'été dernier, et avec cette alternance d'action directe avec un impact très micro, mais qui est assez gratifiant et assez exaltant, et revenir dans des rythmes qui sont beaucoup plus calmes. Là, je suis seul la journée, je suis toute la journée devant mon écran ou à rencontrer des gens, à lire des bouquins sur la surpêche, pour parler à un public plutôt large. Ça me parle. Cette alternance de rythme hyper intense, hyper calme et hyper micro, et puis hyper plus macro, quoi. Je vais essayer de parler à des milliers de personnes derrière qui achèteront peut-être ce bouquin un jour. Et le petit Maxime, celui qui à la fois voulait avoir une famille, avoir un travail bien payé, mais qui en même temps adorait la mer, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui de ce que tu es devenu? Je sais pas trop ce qu'il dirait. Il dirait non mais divorcer en 3 ans c'est la honte, comment t'as pu faire ça? Mais le Maxime, pas petit Maxime, mais le vieux Maxime dans 50 ans, disons, je pense qu'il dira waouh super bravo, j'espère, parce qu'il aurait été plus sage et qu'il aurait vu l'effet a posteriori. Mais je pense que le petit Maxime, il avait pas les clés pour comprendre ce que je vis maintenant. Le vieux Maxime, j'espère qu'il saura dire c'était violent, c'était douloureux, mais à la fin, heureusement. C'est très beau qu'il dise ça. Et qu'il soit encore vivant. Bah, 50 ans, j'espère 83 ans quand même. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a alors tu en as partagé quelques-uns, mais est-ce qu'il y a un contenu, un livre, un film, une pratique ou autre chose qui t'a aidé sur ton chemin de résilience? Oui, pas mal. La première chose, qui est quelque chose qui est très dur à faire, c'est pour écouter sa petite voix, il faut du silence. Et le silence dans nos vies du quotidien, surtout quand on n'est pas célibataire, c'est très dur à trouver. Et il y a quelque chose que c'est la mère d'une pote faisait, et j'ai trouvé ça admirable. Elle le fait tous les ans, et je vais essayer de le faire tous les ans. C'est passer au moins un week-end solo à faire ce que tu veux. Moi, marcher, c'est ça qui me fait réfléchir, et c'est ça qui me fait écouter ma petite voix. Parce que enfin, il n'y a plus la turbulence de j'ai faim, de il y a un rendez-vous, de il faut faire de l'argent, de toutes ces choses-là. Et cette petite voix timide qui est cachée bien profondément, elle peut enfin s'exprimer. Et donc, se forcer, même si c'est très très dur, à s'organiser, peut-être pas un week-end, mais une journée seule, pour se parler à soi-même, je pense que c'est fondamental, et quasiment personne le fait, et c'est terrible. Enfin, c'est très très triste, je pense, ça. Et je pense que c'est une hygiène de vie. Genre, on va voir le dentiste tous les ans, il faudra aller se faire son week-end solo tous les ans. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'un peu dur à faire. Et sinon, sur les contenus, sur la séparation, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à mettre des mots justes sur les émotions que je vivais, qui s'appelle Rupture avec un S,
d'une philosophe ou d'une psy qui s'appelle Claire Marin. C'est très facile à lire et ça m'a permis de comprendre concrètement ce que j'étais en train de vivre dans la douleur physique de la séparation, dans la perte de l'ego quand t'es un être quitté et qu'en fait si on te quitte c'est qu'on ne peut plus t'aimer, donc personne ne peut t'aimer, donc tu es qu'une terrible loque, c'est ce que tu crois au début. Et donc ça met des mots très justes et très simples sur la rupture. C'est principalement sur la rupture amoureuse, mais c'est sur les ruptures au pluriel, donc ça parle aussi de perte de travail, perte d'un être cher, et c'est très fort. Super, je le mettrai dans les notes de l'épisode. Et puis il y en a un autre qui est aussi assez facile, c'est plutôt oral, c'est Charles Pépin, que beaucoup connaissent peut-être, qui est un philosophe qui parle d'une philosophie pratique. Il fait un super podcast sur Spotify, Charles Pépin, la philosophie pratique. Et il parle de plein de sujets, beaucoup de sujets d'amour, mais pas que, en fait de tous les sujets de la vie. Et c'est pas de la philosophie technique, où t'as un vieillard qui fait comme ça. C'est vraiment des mots du quotidien, des références un peu théoriques, mais en tout cas moi ça me parle beaucoup. Il y a plein de sujets et ça s'écoute très très bien à la maison ou en voiture. Chouette. Et tu avais parlé de ta pratique d'écriture qui t'avait aidé. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues? Je l'ai un peu fait sur le bateau de Sea Shepherd parce que c'est des moments de vie hyper intenses. Quand t'es enfermé sur un bateau pendant 3 mois, le bateau c'est vraiment caisse de résonance, donc toutes les émotions sont décuplées. Et quand il se passe quelque chose de fort, c'est en positif, c'est l'extase. Quand il se passe quelque chose de dur, c'est le trou. Et du coup, j'avais besoin à ce moment-là de coucher ces émotions que j'avais. Là, au quotidien, je suis plus dans un tourbillon, et donc j'ai pas cette pratique. Une autre pratique que j'ai, c'est que je marche tous les jours beaucoup. Je vais aller voir la mer qui est à 200 mètres, donc je vais lui dire bonjour et bonsoir tous les jours. Ça me fait 10 minutes de marche et ça permet de me remettre un peu les idées au clair et d'aller voir l'horizon. Moi, c'est un peu une thérapie, même si c'est un peu une thérapie du quotidien et un bonheur du quotidien. Donc j'écris pas, mais je marche. Super. Tu es heureux aujourd'hui? Ouais, je crois. Très, ouais. C'est pas, c'est une nouvelle vie. C'est pas une nouvelle vie, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui commence. C'est, on peut dire, pas très stable, parce que je sais pas quand je repartirai sur un bateau de Sea Shepherd. Ça se trouve c'est demain, probablement c'est en mai ou en juin, mais ils me diront 3 semaines à l'avance ou 2 jours à l'avance. Mes BD, il y en a aucune qui est sortie, et la première elle sort pas avant 1 an, donc j'aurai pas de contrairement à être sur Sea Shepherd où tu sais t'as arrêté quelqu'un tout de suite c'est physique. La BD, là, il va falloir attendre très longtemps avant de voir un résultat concret. J'ai plus de boulot, donc j'ai pas d'entrée de sous à part l'État français qui me finance un petit peu en ce moment. Donc ouais, c'est instable, mais je crois que ça m'excite pas mal en fait. Et de me dire qu'il y a plein de choses qui sont possibles, plein de choses qui vont s'ouvrir, et que ça va être chouette, quoi. Donc ouais, je pense que je suis très heureux. Et puis la vie à Lorient, en dehors de Paris, dans une petite ville, en bord de mer, il y a plein de gens qui sont passionnants. Il y a plein d'entrepreneurs qui montent pas c'est pas la Startup Nation à Lorient, du tout. Ils montent pas des futures licornes, mais ils montent des projets d'exploration, des projets de voile, de l'artisanat, et c'est vraiment très les pieds sur terre et les pieds dans l'eau. Et je connecte pas mal avec ces gens. Donc, être entouré de plein de gens, certains que je connaissais avant d'arriver ici et d'autres que je découvre, qui font résonner en moi plein de choses, ça m'épanouit beaucoup. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage très sincère. J'étais ravie de t'accueillir. Merci Laura. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite.